Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Nick Ut. La photo s'intitule La fille sur la photo et aujourd'hui je vais vous raconter pourquoi c'est une photo qui est très connue et pourquoi c'est la photo la plus importante, ou du moins une des photos les plus importantes de la guerre du Vietnam. Nick Ut est né le 29 mars 1951 à Long An qui se situe au Vietnam. C'est un photojournaliste et aussi photographe américano-vietnamien. Il est d'ailleurs connu notamment pour la photo que je vais vous raconter aujourd'hui, donc la photo La fille sur la photo. Il faut savoir qu'à ses débuts, Nick Ut n'était pas du tout prédestiné à être photographe, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas tant que ça à la photographie, mais par contre, en revanche, c'était son grand frère là qui était le photographe de la famille. Donc lui était photographe, il allait prendre des photos de guerre et en 1965, pendant qu'il travaillait avec l'Associated Press, qui est, comme je vous ai raconté dans mes anciennes vidéos, l'Associated Press, c'est une agence de presse qui se situe vraiment, le siège de la société se situe aux États-Unis. Mais il y en a peut-être un peu partout dans le monde, je crois. En tout cas, au Vietnam, il y avait aussi un bureau de l'Associated Press qui était dirigé par les États-Unis. Donc là, le grand frère de Nick Ut, comme je vous ai dit, était photographe. C'était le photographe de la famille. Il travaillait pour l'agence Associated Press. En 1965, il est décédé au front. Nick Ut a décidé de reprendre sa suite. C'est-à-dire qu'il a décidé de reprendre les traces de son frère. Il a décidé d'être lui-même photographe, peut-être en mémoire à son frère et aussi pour continuer son travail. Nick Ut est d'abord assistant de photographe et ensuite, par le temps, il va devenir photographe. Un an après le décès de son grand frère là, donc en 1966, il décide aussi de rejoindre l'Associated Press où travaillait son frère. En 1972, c'est vraiment que là, tout va commencer pour Nick Ut. Pour vous situer un peu le contexte historique, entre guillemets, le contexte du pays, donc du Vietnam à ce moment-là, donc on est en 1972, on est en pleine guerre du Vietnam. Et si vous avez vu mes précédentes vidéos, donc c'est-à-dire mes deux dernières vidéos que je vous ai fait, je vous racontais que un moine bouddhiste, Chicken Dook, s'est immolé devant tout le monde sur une place publique. Donc ça s'est passé en 1963. Ensuite, dans mon autre vidéo, je vous racontais qu'en 1968, il y a eu la fameuse photo de l'exécution de Saigon, qui était toujours dans la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, on a une autre photo. Donc on est en 1972, une autre photo va être publiée qui est justement la photo La fille sur la photo. Le 8 juin 1972, Nick Ut se rend dans un village qui s'appelle Trang Beng, qui se situe au sud-ouest du Vietnam. Il est d'ailleurs à 40 km du nord de Saigon. Nick Ut se rend là-bas pour justement pouvoir photographier ce qui se passe pendant justement la guerre du Vietnam. Nick Ut à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a des avions qui n'arrêtent pas de tourner dans le ciel, qui font des ronds. Il se dit que c'est quand même assez bizarre et il remarque que c'est des avions d'armée sud-vietnamienne qui ont été d'ailleurs appuyés par les États-Unis. Donc c'est ces avions-là qui n'arrêtent pas de tourner en rond autour, enfin au-dessus du village. Donc ces avions-là, après des rondes infernales, décident de lâcher des projectiles sur le village de Trang Beng. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le village de Trang Beng a été évacué, c'est-à-dire que tous les habitants ont été mis dans un autre endroit protégé pour pouvoir justement que l'armée sud-vietnamienne puisse bombarder sans qu'il n'y ait de blessés, tout ça. En fait, ces projectiles étaient du napalm. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le napalm c'est une essence gélifiée
qui justement peut chauffer à des degrés précis. Donc c'est-à-dire que ça peut brûler, il me semble, de 1000 degrés à peut-être 2000 degrés. C'est quelque chose vraiment d'infernal. En plus qu'il brûle, il colle aux objets. Donc ça colle aux objets, mais aussi ça colle aux personnes. C'est-à-dire que si on a du napalm sur soi, ça va ronger notre peau, mais ça va ronger aussi les os. En fait, ça va transpercer les tissus de la peau pour aller brûler jusqu'à l'os. En plus, on ne peut pas éteindre le napalm avec de l'eau ou avec quoi que ce soit, car c'est quelque chose que sa combustion a du mal à s'éteindre. Donc ces deux avions-là attaquent le village de Trenmeng avec du napalm. Ils balancent les bombes de napalm, le village est donc brûlé, il est en feu. Les champs prennent feu, les arbres prennent feu, les maisons, la route, donc le bitume prend feu, tout est en feu à ce moment-là. Un des deux avions a lâché un projectile de napalm sur un temple. Et en fait, ils pensaient, parce qu'ils avaient eu l'information par les autorités, ils avaient comme information et pour but de justement viser ce temple-là, car ils pensaient qu'il y avait des Viet Cong. Donc ils balancent les projectiles sur ce temple, sauf que dans ce temple, il n'y avait absolument pas de Viet Cong. Il y avait des soldats qui faisaient partie du côté de l'armée, parce qu'en fait le pays est divisé, donc il y a le nord et il y a le sud, et en fait ces civils qui étaient dans ce temple faisaient partie de la partie de la communauté du sud. Donc c'est-à-dire qu'ils ont attaqué leurs propres civils, mais ça ils ne le savaient pas encore. Et parmi ces civils-là, il y avait également des soldats qui faisaient partie de l'armée sud-vietnamienne. Et parmi ces civils, il y avait une famille. Il y a une famille, donc la famille de King Phuc, qui est justement une petite fille de 9 ans à ce moment-là. Il y avait elle et sa famille qui se trouvaient dans ce temple. Ils voient clairement la bombe de napalm s'écraser sur eux. Ils vont donc être victimes de cette malinformation. Donc à l'extérieur de ce feu, il y avait Nikut. Nikut qui se trouvait quand même assez loin du temple. Il voit justement les bombes s'écraser, tout ça. Il voit qu'il y a un énorme nuage noir de fumée qui commence à venir partout. Et il voit également des silhouettes. Des silhouettes courir dans ce nuage noir. Il se demande qui c'est. Et donc pour lui, c'était vraiment une scène digne d'un film apocalypse. D'abord, Nikut voit une femme sortir de la fumée. Il s'agissait d'une grand-mère qui était justement la grand-mère de King. Elle porte dans ses bras un bébé qui est inerte, donc c'est-à-dire que le bébé ne bougeait plus. Et on saura que ce bébé s'appelait Dan et il avait seulement 3 ans. Donc elle réussit à sortir de ce feu infernal et Nikut, il voit par la suite qu'il y a un homme vêtu de blanc qui lui aussi sort avec un enfant dans les bras. Le bébé que cet homme portait n'avait seulement que 9 mois et il s'appelait Kuang. Ils étaient d'ailleurs tous les deux cousins avec King Phuc et donc c'était les fils de la tante justement de King Phuc. Et d'ailleurs ils ont été tous les deux touchés mortellement suite à cette attaque. Nikut il en a quand même profité pour faire des photos, pour tous les photographier. D'ailleurs à ce moment-là Nikut n'était pas tout seul à être témoin de ce massacre. Il y avait avec lui plusieurs journalistes internationaux qui étaient là pour prendre des séquences, pour prendre des reportages. Et d'ailleurs leurs films, leurs vidéos vont sortir plus tard sur les chaînes de télé. Ils étaient donc tous horrifiés par la scène qui était en train de se passer devant eux et ils ne s'attendaient pas du tout à la suite. À ce moment-là, donc Kim Phuc, qui se situait toujours dans le nuage de fumée, donc Nikut ne la voyait absolument pas, elle était toute nue parce qu'en fait le napalm a ravagé, a détruit tous ses vêtements. Donc ses vêtements se sont détériorés. Elle va vers sa mère et elle s'écrie comme quoi c'est super chaud, comme quoi ça la brûle et que c'est super chaud. Elle pleure. Donc Kim a été touchée par le napalm, elle a des blessures qui sont inhumaines. Elle réussit malgré tout à sortir, donc c'est une fillette de 9 ans,
je vous rappelle. Elle réussit tout de même à sortir du nuage de fumée. Et donc quand elle sort de ce nuage de fumée noire, elle laisse derrière elle ses parents qui seront indemnes suite à ça. Et donc elle se retrouve à déambuler sur la route 1 de Trang Beng. Lorsque Kim parvient à sortir de ce nuage de fumée et qu'elle se dirige vers Nicut, donc le photographe, lui il en profite pour faire des photos. Sauf que du coup il n'avait plus de batterie. Donc il sort de son sac un 4e appareil photo qui était un Leica M3 et lui était chargé. Donc il en profite pour faire plein de photos de cet événement dramatique qui est en train de se passer devant lui. Il immortalise donc Kim Phuc, donc la petite fille de 9 ans, qui est justement brûlée au napalm, qui est pas bien et qui n'arrête pas de crier en pleurant que c'est trop chaud. Elle va répéter plusieurs fois aux journalistes, aux photographes qui se trouvent là à ce moment-là, comme quoi qu'elle a vraiment très chaud, que ça lui brûle sur tout le corps. À la droite de Kim Phuc, on peut apercevoir le grand frère de Kim qui justement implore les journalistes, les photographes d'aider sa sœur. Il ne cessera de dire aidez ma sœur, aidez ma sœur. Dans l'instant qui suit la photo de Nicut, il y a un journaliste du nom de Christopher Wayne qui lui est journaliste pour la chaîne IT-In britannique, donc c'est une chaîne britannique qui diffusera par la suite justement les vidéos de cet événement. Lui, il arrête la course de Kim Phuc, donc il la stoppe et il lui donne à boire. À ce moment-là, il avait une bouteille d'eau, il lui donne à boire pour qu'elle puisse justement s'hydrater. Et également il lui verse l'eau sur le corps afin que ça arrête de lui brûler, du moins que ça lui fasse du bien. Mais ce geste-là qui était très généreux d'ailleurs ne suffira pas. Malheureusement ce geste-là sera complètement mais inutile car le napalm, comme je vous ai dit, on ne peut pas arrêter sa combustion même avec de l'eau, c'est impossible. Kim Phuc est donc à ce moment-là en danger de mort. C'est vraiment quelque chose qui est super dangereux. Un tiers de son corps est brûlé au 3e degré. Parmi les endroits de son corps qui sont brûlés, il y a son cou, son cuir chevelu, son bras gauche, mais également son dos qui sont brûlés donc au 3e degré. Et donc sans prise de charge imminente, Kim Phuc risque de succomber à ces brûlures. Il y a donc un homme vietnamien qui demande aux journalistes, aux photographes qui se trouvent là à ce moment-là, d'amener Kim Phuc aux urgences, à l'hôpital de suite. Donc il va s'adresser aux personnes qui sont mobilisées. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un véhicule là maintenant tout de suite pour l'emmener directement aux urgences. Nicut, qui a à ce moment-là une voiture, il accepte directement. Il dit moi je vais l'emmener à l'hôpital directement, j'ai une voiture qui se situe juste à côté, on y va, on fonce. Il emmène d'ailleurs avec lui donc Kim Phuc, mais également il emmène avec lui une jeune femme qui est grièvement blessée. Et donc après 3 quarts d'heure de route qui a été horrible, chaoteuse, douloureuse pour Kim Phuc mais aussi pour la jeune femme qui a été blessée grièvement, ils arrivent enfin à l'hôpital. Donc c'était un hôpital qui était justement proche de Saigon. Nicut, le photographe qui les a emmenés aux urgences, il demande à une infirmière de s'occuper d'elle immédiatement. Il explique brièvement le cas et donc il décide vraiment de la prendre directement en charge. Nicut lui ne peut pas rester à ce moment-là à l'hôpital car il doit aller à son lieu de travail, donc l'Associated Press. Il doit aller là-bas pour justement transmettre son travail. Et donc il décide de partir puisque maintenant il sait que Kim Phuc et la jeune femme qui a été grièvement blessée sont prises en charge. Il décide de partir et donc les chemins du photographe et de la petite fille se séparent, mais provisoirement. Dans la nuit de l'événement, Nicut se trouve dans l'agence Associated Press qui l'a rejoint après avoir emmené justement la petite fille à l'hôpital. Il rend son travail dans cette nuit-là. Sauf que son travail a été refusé immédiatement. C'est-à-dire que les bureaux de Saigon ont refusé que ces photos apparaissent dans la presse mondiale car il ne fallait pas de nudité frontale chez AP, donc chez l'Associated Press. Mais malgré tout, le bureau de Saigon se dit bon,
C'est quand même une photo qui est très importante, on ressent ce qui est en train de se passer, c'est quand même quelque chose de grave, ça serait dommage de passer à côté de ça. Et du coup, le bureau de Saigon décide donc d'envoyer quand même, de tenter la chance, d'envoyer directement au siège de la société qui se situe en Amérique, aux États-Unis. Il décide d'envoyer le travail de Nicut aux Américains pour demander s'ils peuvent mettre ça sur la presse mondiale. Donc du coup, le siège de la société en Amérique décide quand même de poster la photo. Et ça, c'est grâce à Horst Voss, qui est un photojournaliste allemand qui a travaillé durant la plus longue période de la guerre du Vietnam et c'est le seul qui a travaillé autant de temps sur cette guerre. Il a travaillé de 1962 à 1974 sur la guerre du Vietnam. Il est donc considéré comme chef de la photo pour l'agence américaine en Asie, donc au sud-ouest de l'Asie. C'est donc lui qui a pris la décision et qui a choisi tout de même de faire passer sur le fil de la société de presse le travail de Nicut. Car il a directement vu, lui qui était expert des photos de guerre, il a directement vu l'impact et l'importance de cette photo. L'image est donc maintenant acceptée par l'agence, par le sommet de l'agence Associated Press. Et d'ailleurs, il y a le New York Times quelques jours après qui va publier cette photo. Le 12 juin 1972, le New York Times va publier cette photo pour la première fois et cette photo, cet article du New York Times va faire le tour du monde mais à vitesse grand V. Les jours qui suivent, il y a vraiment un impact mondial sur cette photo, sur la photo de la petite King Phuc. Pendant que la photo de Nicut fait le tour du monde à vitesse grand V et qui a un impact monumental sur tout le monde, il y a la vie de Kim Phuc, donc la petite fille de 9 ans qui ne tient par contre qu'à un fil. Le journaliste de la chaîne britannique ITN, qui était justement présent lors de l'événement et qui a donné à boire à la petite fille, mais également qui lui a mis de l'eau sur son corps pour calmer ses brûlures. Christopher Wayne, lui, il décide de retrouver les traces de la petite King Phuc. Il décide donc de retrouver King Phuc pour justement raconter son histoire. Christopher retrouve donc la trace de King Phuc. Et à ce moment-là, King Phuc, il faut savoir qu'on l'appelle déjà la fille sur la photo. Donc il retrouve sa trace et il va se dire c'est chouette, je vais pouvoir raconter son histoire car son histoire est quand même très importante et elle doit être entendue par tout le monde. Il retrouve les traces de King Phuc qui est toujours à l'hôpital à ce moment-là et il apprend par les médecins que l'état de King Phuc est vraiment très grave, que ça ne s'est pas du tout guéri, bien au contraire. Christopher Wayne apprend que l'hôpital où se situe King Phuc n'est malheureusement pas assez équipé pour les grands brûlés. Et donc les médecins apprennent à Christopher Wayne que la petite fille peut mourir du jour au lendemain. Mais le journaliste britannique Christopher Wayne ne veut pas que la petite fille meure. Il trouve ça vraiment dramatique, il trouve ça vraiment triste. Il décide alors de remuer ciel et terre pour trouver un nouvel hôpital à King Phuc qui sera bien mieux et qui pourra prendre en charge King Phuc et réparer son corps, pouvoir la guérir. Il multiplie les appels téléphoniques pour savoir si un hôpital peut se charger de grands brûlés et il découvre l'existence d'un hôpital qui se situe près de Saigon et qui est un hôpital de base américain qui est expert pour les grands brûlés. À ce moment-là, l'espoir renaît pour la petite King Phuc. Christopher Wayne se dit tout n'est pas perdu. Il suffit seulement que d'un seul pas pour pouvoir qu'elle puisse se faire soigner. Et ce seul pas qu'il reste à faire, c'est les acceptations des autorités sud-vietnamiennes pour le transfert de King Phuc à la clinique Barsky qui se situe à Saigon et qui est expert pour les grands brûlés. Donc Christopher Wayne, il appelle les autorités sud-vietnamiennes pour avoir vraiment l'accord de ce transfert.
Mais l'interlocuteur de Christopher Wayne, qui est au ministère des Affaires étrangères sud-vietnamiennes, lui, il traîne les pieds. Il va d'ailleurs dire quelque chose à Christopher Wayne qui est vraiment d'atroce. C'est quelque chose qui est vraiment d'une atrocité, mais c'est vraiment horrible. Il laisse entendre à Christopher que si elle est guérie, que si la petite King Fook est guérie, elle va avoir tous les projecteurs médiatiques sur elle, donc elle va forcément raconter ce qui s'est passé, comme quoi c'était une erreur du gouvernement et donc il y aura de la mauvaise pub pour le Sud-Vietnam. Donc bien évidemment Christopher Wayne, le journaliste, il répond du coup vraiment en colère, il est vraiment dégoûté. Donc je vais vous dire ce qu'il a dit au ministère des Affaires étrangères sud-vietnamiennes. Le monde entier a déjà vu que l'aviation sud-vietnamienne a bombardé son propre peuple et la survie de King Fook serait encore pire pour vous. À ce moment-là, il saisit un couteau et il continue de lui dire « Tenez, pourquoi ne lui faites-vous pas une faveur ? Allez à son hôpital et tranchez-lui la gorge immédiatement. » Après ces mots-là, il y a eu un long silence. Et finalement, le ministère des Affaires étrangères sud-vietnamiennes décide de laisser une chance à King Fook pour se faire soigner dans la clinique de Bars Cay. Et donc, grâce à Christopher Wayne, la petite King Fook a donc le droit de survivre. King Fook est donc transférée à la clinique de Bars Cay où elle bénéficiera enfin de soins adaptés pour son cas. Elle reste dans un état critique une quarantaine de jours. Elle y subit 17 opérations. Elle vit le supplice quotidien du nettoyage des blessures. C'est au bout de 14 mois qu'elle peut enfin rentrer chez elle, donc sa vie est sauvée. Mais malheureusement, et bien évidemment, elle restera marquée à vie par cet épisode. Ensuite, plus tard, elle fera la rencontre du journaliste Perry Kretz, qui est un journaliste allemand. Et lui, il va réussir à avoir l'acceptation des autorités pour faire soigner King Fook dans un hôpital de l'Allemagne de l'Ouest, car malgré que ses blessures soient, on va dire, soignées, elle a toujours des douleurs qui sont affreuses. Et donc ce journaliste, Perry Kretz, a l'acceptation des autorités pour qu'elle puisse aller dans un hôpital en Allemagne de l'Ouest. Le gouvernement sud-vietnamien à ce moment-là, il a toujours en tête de ne pas vouloir la mauvaise pub par rapport à ce qui s'est passé à King Fook. Et donc, il essaye de contourner, il ne veut pas que King Fook parle de ce qui s'est passé. Mais le régime communiste, eux, ils ont bien compris le petit manège des Sud-Vietnamiens, en tout cas du gouvernement sud-vietnamien par rapport à cette affaire. Ils vont se dire, mais en fait, quel symbole est le plus frappant et le plus célèbre de la brutalité de l'ennemi capitaliste. Après plusieurs années dans l'anonymat, King Fook, qui est à ce moment-là une jeune femme, une adolescente mais aussi une jeune femme, elle décide de participer à des films de propagande. Elle enchaîne également les interviews de journalistes du monde entier et elle voyage en URSS où il y a des festivals qui l'attendent, donc c'est des festivals anti-impérialisme. Ensuite, des dizaines d'années plus tard, elle va être interviewée et donc elle témoignera de son passé. Donc je vais vous lire ce qu'elle a dit lors de l'interview. J'avais 9 ans à l'époque et en une fraction de seconde, mon enfance s'est arrêtée net. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressentais. Je continue de porter mon passé, bien sûr, mais de façon différente. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme une victime, mais plutôt comme une survivante. Je n'ai pas choisi de subir la guerre, ni de figurer sur ce fameux cliché que j'ai longtemps détesté. Mais j'ai choisi ensuite ma vie. Ensuite, dans une autre interview, elle a également témoigné « Je ressentais colère, amertume, j'étais sans espoir, tout était négatif, j'ai pensé mourir. Je savais que je ne pourrais pas vivre comme cela éternellement. »
En 1986, Kim est envoyé au Cuba de Fidel Castro pour y poursuivre ses études de pharmacologie. Le temps d'un reportage, elle y retrouve d'ailleurs le photographe Nick Hutt, donc qui était le photographe de cette fameuse photo. Et donc lui, il est maintenant installé aux États-Unis. Plus tard, il dira qu'il a perçu à ce moment-là la mélancolie de l'ancienne fillette. Kim Phuc rencontre son futur mari, qui s'appelle To-han, sur les bancs de la fac. C'est avec lui qu'elle décide de fuir le régime d'Hanoï, qui justement exploite sa renommée en la manipulant à distance. Donc ils décident de mettre leur plan en exécution en 1992 lors de leur voyage de noces en Union soviétique. Lorsque leur avion qui fait le retour vers la Havane, l'avion s'arrête, fait une escale à Gander, donc qui se situe sur l'île de Terre-Neuve. Et le couple sort discrètement de l'avion et ils rejoignent le territoire canadien qui eux sont très ravis, sont très heureux de les accueillir. Un nouveau chapitre s'ouvre alors dans la vie de Kim Phuc. Elle est maintenant mariée à son mari To-han, qu'elle a rencontré sur les bancs de la fac. Elle a également une maison. Elle a aussi 2 enfants, donc 2 garçons. Elle devient ambassadrice de bonne volonté pour la paix à l'UNESCO. Et donc ces activités caritatives l'emmènent à croiser plusieurs fois les bienfaiteurs de son histoire. Donc c'est-à-dire les photojournalistes qui étaient présents, mais également le photographe Nick Hutt. Elle retrouve le journaliste Nick Hutt, elle retrouve Christopher Wayne, et elle retrouve également le journaliste allemand Perry Kretz qui l'a aidé pour aller à l'hôpital d'Allemagne d'Ouest pour guérir ses blessures qui lui faisaient encore très mal. Mais elle rencontre aussi un homme du nom de John Plummer qui était un ancien capitaine de l'armée américaine mais qui était au Vietnam. Cet homme-là était impliqué dans la chaîne de commandement des 2 avions en fait qui ont bombardé le village de Trang Beng. Cet homme-là voit Kim Phuc lors d'une convention, il me semble. Il vient vers elle, il pleure, il est vraiment pas bien et il lui dit plusieurs fois qu'il est désolé. Mais il est vraiment dans un état, il est vraiment pas bien psychologiquement. Il n'arrête pas de lui dire qu'il est vraiment désolé pour ce qu'il a fait, pour le fait qu'ils se sont trompés et qu'il ne savait pas qu'il y avait des civils, tout ça. Et Kim Phuc, elle va le prendre dans ses bras et elle va lui répéter plusieurs fois qu'elle lui pardonne. Mais malgré le temps qui passe, Kim Phuc est toujours dans le mal. Ses blessures, ses plaies lui font toujours atrocement mal. Donc on est à ce moment-là en 2015, 4 décennies après la photo, après ce qui s'est passé, elle ne peut toujours pas bien utiliser son bras gauche, elle ne peut pas lever son bras gauche à une certaine hauteur car ça lui fait trop mal et elle vit vraiment un enfer à chaque période de changement de saison. Elle décide donc d'entamer une nouvelle bataille contre ces brûlures. Elle décide d'aller dans une clinique à Miami qui traite les brûlures avec du laser. À ses côtés, il y a bien évidemment son mari To-han et il y a le photographe Nick Hutt qui était là lors de l'événement. Il est donc là à ses côtés également pour réaliser un reportage 43 ans après avoir photographié la petite blessée de la route 1 à Trang Beng. Kim, elle dira également de Nick Hutt, donc du photographe, qu'il est le commencement mais qu'il est également la fin, car il était là pour le début de l'événement, mais il sera là également pour la fin de l'événement, donc la fin de ces douleurs abominables. Bien sûr, Nick Hutt reçoit plein de récompenses suite à sa photo. Il reçoit le prix Pulitzer pour cette photo, donc le prestigieux prix Pulitzer que je n'arrête pas de vous parler dans mes vidéos. Donc il a seulement 21 ans au moment où il a pris la photo et il est déjà connu pour avoir fait une photo mythique. Il faut savoir qu'en 1975, pendant que les Nord-Vietnamiens fondent sur Saigon, l'Associated Press décide d'évacuer Nick Hutt aux États-Unis pour qu'il soit en sécurité.
et donc il entame une nouvelle vie bien plus paisible. Il continuera à être photographe, il continuera à prendre des événements de faits divers en photo, mais également il prendra aussi des photos de célébrités. Lui et King Fook ont toujours d'ailleurs gardé contact. Ils s'appelaient souvent, alors je mets cette phrase au passé, même si je pense que c'est aussi le cas aujourd'hui, je vous raconterai pourquoi. Donc du coup, ils s'appelaient souvent, même si je pense qu'aujourd'hui ils continuent de s'appeler. Ils se voyaient souvent, ils se donnaient de leurs nouvelles souvent, donc ils étaient toujours en contact l'un et l'autre. Ils se sont d'ailleurs retrouvés très régulièrement grâce à des reportages ou même grâce à des événements caritatifs. Quelques années plus tard, même beaucoup d'années plus tard, plus de 40 ans après, le 8 juin 2015, Niket est retourné au village de Trengbeng où il y a eu la fameuse photo, où il y a eu cet événement dramatique. Il est retourné des années plus tard parce que l'Associated Press lui a demandé de retourner à cet endroit pour maintenant photographier les paysages contemporains. Il poste d'ailleurs ses photos sur Instagram. Avant de commencer le tournage de cette vidéo, j'ai quand même été vérifier sur Instagram pour voir s'il était toujours actif sur Instagram. Et effectivement, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 16 avril et il y a un jour, il a posté une photo de King Fook avec une boisson. On peut imaginer du coup qu'ils sont toujours en contact et qu'ils se voient toujours. Aujourd'hui, le photographe Niket, qui a pris cette fameuse photo mythique, a aujourd'hui 72 ans. Après avoir officialisé 51 ans de travail à l'Associated Press, donc il a consacré littéralement presque toute sa vie à l'Associated Press, il a décidé de partir en retraite. Il est donc aujourd'hui en retraite. Je sais qu'il fait toujours des photos car j'ai vu sur son Instagram. Et du côté de King Fook, elle, je ne sais pas ce qu'elle devient. Je sais qu'aujourd'hui elle a 60 ans, je sais pas trop si elle fait encore des conférences, mais je sais qu'en 2022, le traitement qu'elle avait effectué, qu'elle avait commencé en 2015 à Miami, donc son traitement laser pour soulager son corps des brûlures, elle l'a terminé en 2022. Cette photo est donc l'une des plus importantes de l'histoire du Vietnam et maintenant vous savez pourquoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je ne le dis pas tout le temps, mais c'est vrai que mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mets à l'écran. Je ne suis plus trop active sur Instagram mais bientôt je compte être réactif, donc n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.